Mon nom, c'est Pierre Marcoux, je suis directeur de l'organisme de justice alternative de la région de l'Estrie. Il y a 24 ou 25 organismes de justice alternative au Québec et on est regroupés. Donc, on a un regroupement provincial qui s'appelle le ROJAC, Regroupement des organismes de justice alternative du Québec. Quand on parle de justice alternative, il ne faut pas s'imaginer qu'on est une voie parallèle au système de justice. Au contraire, c'est une autre façon, un autre type de réaction sociale au conflit, ou encore même au crime. Et on travaille autant dans le système de justice qu'à l'extérieur du système de justice. Donc, on est des organismes communautaires à but non lucratif. Ici, on existe depuis 26 ans. La plupart des organismes de justice alternative ont plus d'une vingtaine d'années d'existence. Contact avec le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et Services sociaux, avec les municipalités, etc. Bien, la médiation, en fait, c'est une façon de faciliter la négociation. La négociation, c'est peut-être je l'illustre comme ça, on va prendre la négociation comme étant ce qu'on désire le plus. Par exemple, pour gérer des différends ou gérer des conflits. Où on retrouve deux ou plusieurs personnes qui, sans aide extérieure, peuvent discuter ouvertement, mettre sur la table leurs besoins, leurs intérêts, leur point de vue par rapport à une situation et chercher ensemble une solution gagnante-gagnante, donc pour les deux parties. Quand c'est difficile pour les gens d'y arriver, on peut faire appel à un médiateur qui, lui, n'a pas d'intérêt dans le conflit, ça c'est important à dire, il est impartial, et il va préparer les gens à se voir, à se rencontrer, il va les préparer et il va faciliter la communication entre les gens pour qu'ils arrivent aussi à une solution gagnant-gagnant quand les gens ont de la difficulté à se parler entre eux directement. Donc, le médiateur ne met jamais ses intérêts ou ses besoins dans le conflit, parce que ça n'y appartient pas. Ce n'est pas sa situation à lui, ce n'est pas son conflit, ça appartient aux gens qui sont là. Et il va favoriser à ce que ce soit les gens eux-mêmes qui trouvent des solutions. Donc le médiateur n'ira pas suggérer des solutions. Même parfois, il va être surpris par les solutions qui sont souvent créatives par les parties en conflit. Des fois, même ces solutions-là ne feraient pas son affaire, mais ce n'est pas justement son affaire à lui, ça appartient aux parties. Donc, le médiateur, c'est ça son rôle. Quand on parle de négociation et de médiation, c'est dans ces façons de gérer les conflits-là où les gens ont le plus de pouvoir. Donc, les gens donc, gardent l'entier pouvoir sur leur situation. Ça leur appartient toujours. Quand les gens ont de la difficulté ou ne connaissent pas la médiation ou ont de la difficulté à négocier, ils vont se retourner vers des instances plus légales. Ils vont appeler un avocat, ils peuvent se retrouver devant un juge en arbitrage ou encore devant les tribunaux. À ce moment-là, on peut dire que les gens se dépossèdent de leur conflit et le donnent à une instance extérieure qui vont prendre des décisions à leur place. Et quand on se retrouve devant les tribunaux, bien là, on va codifier aussi dans le langage du droit la situation dans laquelle les gens vivent. Donc, à ce moment-là, les gens ont beaucoup moins de pouvoir et se retrouvent davantage dans une situation où ils vont s'affronter que dans une situation où ils vont chercher à trouver une solution gagnant-gagnant. Donc, c'est là qu'on voit que plus on demande aux instances d'intervenir, moins on a de pouvoir sur notre situation et en plus, plus ça demande de l'énergie, plus ça gruge du stress et plus c'est coûteux. Donc, pour nous, il y a toujours avantage de tenter de régler ça en négociation, en médiation avant d'en arriver à ces choses-là. Quand on parle de négociation ou de médiation dans des milieux un peu plus petits, la question du lien social est bien importante. La personne qui se sent, comment je pourrais dire ça, attaquée, qui se sent peut-être ciblée des fois, qui est en situation de conflit, qui n'arrive pas à s'en sortir, dans un petit milieu, c'est pas toujours évident parce que les gens se connaissent beaucoup. Donc, il y a un gros avantage de trouver une façon de régler les choses en ne s'affrontant pas, mais en essayant de bâtir à partir d'un conflit, parce que le conflit, c'est aussi une opportunité. C'est pas seulement... oui, ça peut ralentir à un moment donné
des choses, mais si on le gère bien, ça peut nous propulser comme une opportunité de construire dans la collectivité. Fait que les liens sociaux sont importants. Fait que si un agent de développement rural s'aperçoit que est sensible à l'idée que dans une petite communauté, le lien social est important, je pense que ça, c'est déjà une lumière intéressante. Il ne faut pas penser que la négociation et la médiation, c'est un remède à tous les maux. Ça ne réussit pas dans tous les cas. Il y a des gens avec qui on ne réussit jamais à pouvoir discuter. Il y a des gens qui n'aiment pas la médiation parce que ça les met dans une position de s'obliger un petit peu à mettre de l'eau dans son vin des fois. Il y a des gens qui sont sur leur position et qui ne veulent pas céder. Donc, ce n'est pas la seule façon de gérer un conflit. C'est pour ça que tantôt je vous parlais de l'arbitrage puis des tribunaux, puis la régie du logement aussi, parce qu'il y a de ça aussi là-dedans. Ce qui est important, je dirais, historiquement, puisque moi des fois je dis que ça l'est d'autant plus aujourd'hui, c'est la question des espaces d'échange dans les communautés. Les espaces d'échange, il y a des espaces d'échange formels et informels. Il y a des espaces d'échange qui sont des lieux, mais il y a des espaces aussi qui sont du temps. Donc, si je reviens à l'époque de nos grands-parents, on retrouvait des espaces d'échange qui étaient informels, comme, exemple, le magasin général. Il y a des gens qui se retrouvaient au magasin général, puis qui restaient là, puis que les gens discutaient ensemble, puis s'obstinaient dans le magasin général sur toutes sortes d'affaires qui se passaient dans le village, ou peu importe. Et ça permettait aux gens de débattre de situations, mais dans l'informel, ce qui avait des impacts. Il y avait aussi les gens à la sortie de l'église, où le curé venait de dire quelque chose, il y avait des valeurs et des principes de la religion catholique, le curé vient passer son message dans la communauté, puis là, il y a du monde qui sort de là, puis commence à dire hey, le curé, lui, il a dit ça tantôt, qu'est-ce que tu en penses? Oh, mais attends une minute, je ne suis pas sûr. Puis là, il y avait du débat de religion, en même temps du débat politique. Donc ça, c'est des espaces d'échange informels. On les a perdus, ces deux espaces-là. Ils sont où maintenant? Ça, c'est important pour l'agent de développement rural de savoir, est-ce qu'il y en a des espaces d'échange dans ma communauté? Y a-t-il des gens, exemple, qui se rencontrent pour des activités de loisirs dans ma communauté? Puis là, il y a des gens qui discutent. Y a-t-il des gens qui, dans des fêtes de village, ou y a-t-il des gens qui organisent des rencontres que les gens se parlent? Ça existe-tu? En même temps, on peut retrouver le conseil municipal, qui est un espace d'échange politique, c'est un espace d'échange formel. Donc là, il y a des gens qui ont été élus par la population démocratiquement, et les gens vont débattre. Et normalement, on va dire qu'aux politiques, plus le débat est sain, mieux ça va dans la communauté. Donc plus ça débat en haut, mieux ça va en bas. C'est quand ça ne se débat plus en haut, c'est que ça va retourner dans la rue, comme on dit, puis c'est là que les idées vont se brasser. Donc, comment travailler avec les citoyens pour leur faire comprendre que par rapport à certaines situations, il y a peut-être des façons de présenter des situations difficiles au conseil municipal. Comment les accompagner? Parce qu'aller au conseil municipal, c'est pas facile. C'est stressant. Ça se prépare peut-être. Puis on espère qu'on va avoir une écoute, on va être accueillis et avoir une écoute par nos élus. Et ça, c'est pas toujours garanti. Ça ne veut pas dire qu'ils sont élus, qu'on va se faire recevoir, qu'on va se faire écouter. C'est ça qu'il faut essayer de regarder. Donc, cette dynamique-là entre citoyens et élus et entre citoyens eux-mêmes. L'agent de développement rural peut accompagner les gens en étant à l'écoute et s'ils prennent le temps d'entendre ce que les gens veulent dire pour essayer de voir, bon, où est-ce que je pourrais orienter cette personne-là qui vit cette difficulté-là? Comment je pourrais l'aider ou comment quelqu'un d'autre pourrait l'aider dans sa situation conflictuelle, soit avec un de ses pairs dans la communauté, un conflit de voisinage par exemple. Voisinage, j'entends même des lignes de terrain, des haies de sel passées à la ligne, des animaux, la neige, déneigement, il y a toutes sortes de situations. Mais il y a aussi des projets dans la communauté où on retrouve les gens qui se rassemblent et qui disent hey, on va faire quelque chose pour notre communauté, puis qu'il y a des conflits dans le projet lui-même. Puis là, des fois, on n'est plus capable de départager. C'est un conflit par rapport à l'essence du projet, ou c'est un conflit entre deux personnes qui sont en conflit déjà depuis longtemps et se retrouvent à la même place,
Ou encore, le projet est bloqué par une personne qui est en conflit avec... C'est ça aussi sur quoi il faut être attentif. Il faut essayer de voir comment on peut orienter ces gens-là à la bonne place pour qu'ils aient l'écoute nécessaire, pour qu'ils démêlent un petit peu le brouillard émotif qu'on retrouve là-dedans, pour ramener de la rationalité, puis dire, c'est ça, l'enjeu est là, puis on va essayer de le traiter. Étant donné qu'on s'adresse à des agents de développement ruraux, il y a des types de médiation que je n'aborderai pas. Mais je peux parler de la médiation citoyenne, par exemple, parce que ça touche davantage leur environnement. Il y a des médiateurs citoyens qu'on forme. Donc, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont envie d'aider leur père dans des situations de conflit. Pourquoi on fait ça? Parce que on est beaucoup dans une ère de clientélisme. Ça veut dire que les gens, on peut tout le temps trouver un service en quelque part. Peu importe. J'ai besoin de ça, je vais ouvrir les pages jaunes, il va y avoir quelqu'un qui va venir faire ça. Bon, il y a toujours un professionnel pour faire ce qu'on fait. Et depuis plusieurs années, les gens se sont un petit peu dépossédés de leur conflit, comme je disais au début de l'entrevue. Et dit, ben, mon avocat va s'en occuper, m'appeler la police va s'en occuper, l'intervenant social va s'en occuper. Peut-être que l'agent de développement rural, parce que je connais mal son rôle comme citoyen, va s'en occuper de ça. Mais moi, je ne m'en occupe pas parce que je ne sais plus trop comment m'en occuper. Ou l'éducation et la culture actuelle, c'est tout le temps d'appeler un professionnel. Donc, les gens, nous, quand on forme des gens en médiation, et quand il y a des citoyens qui font appel à eux, il y a toute la dimension d'empowerment qu'on retrouve, autant pour les gens qui sont médiateurs que les gens qui veulent régler leurs conflits par eux-mêmes avec l'aide d'un médiateur. Puis il y a aussi toute la question de participation citoyenne. Donc, dans une petite municipalité, dans les grosses aussi, mais dans une petite municipalité, ça paraît vite, ça, qu'il y a des gens qui reprennent quelque chose entre leurs mains, qui disent, hey, on va avoir une communauté saine, une communauté où il y a du dialogue, une communauté harmonieuse. Puis, on peut-tu faire en sorte de gérer nos conflits de façon civilisée entre nous, sans toutes les fois appeler la police, ou faire une plainte au conseil municipal à toutes les fois que ça va mal avec mon voisin. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Donc, l'intervention en médiation, c'est 2 médiateurs bénévoles ou citoyens qui reçoivent un appel, qui rappellent la personne, qui accueillent la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit. Elle peut prendre le temps avec la personne. Hein. C'est ce que les policiers nous disent d'ailleurs. Nous autres, on n'a pas le temps quand on arrive tout le temps. Vous autres, vous pouvez prendre le temps avec ces gens-là. Donc, écouter la personne, savoir ce que la personne a tenté de faire jusqu'à date, voir avec elle quel genre de stratégie elle veut pour aller vers l'autre. Donc, il y a plein de situations qui se règlent sans aller en médiation, mais avec l'esprit, par exemple, de médiation. Et quand ça ne se règle pas ou c'est difficile, alors là, les gens peuvent dire, bien là, on aurait besoin d'un médiateur pour nous aider. Et à ce moment-là, les médiateurs en question préparent les gens. On ne met pas les gens dans une pièce puis sans les préparer, c'est toujours préparé d'avance. Donc, on prépare les gens, ils sont conscients, ils sont éclairés, c'est volontaire, ils peuvent arrêter quand ils veulent. Il n'y a pas rien qui les oblige là, à dire « vous êtes ensemble, vous allez sortir d'ici tant que ce n'est pas réglé ». Personne ne peut les obliger à ça. C'est une démarche volontaire et de bonne foi. Et ça fonctionne. Dans la mission des organismes de justice alternative, qui est de favoriser la résolution des conflits, la gestion des conflits, en faisant en sorte que les gens participent le plus possible à ça, dans le respect de la dignité et des droits des gens. Ça, c'est la mission, en gros, des organismes de justice alternative. Puis ça existe dans le cadre judiciaire, hein, avec les adolescents, puis ça fonctionne. Fait que des adolescents qui ont commis un crime rencontrent des victimes, puis ils sont capables d'arriver à régler des affaires. Je fais juste le dire parce que des fois, on se demande, c'est juste pour les petites affaires? Non. Puis il y a aussi dans les services correctionnels canadiens où ça existe, où des gens sont au pénitencier pour 20 ans, puis ils rencontrent les victimes, puis ils ont besoin de clarifier plein de choses parce qu'il y a beaucoup de souffrance et de douleur attachées à ces situations-là. Donc, c'est très, très possible. Maintenant, oui, il y a une quarantaine d'unités à travers le Québec. Ça veut dire presque 300 médiateurs citoyens dans le Québec. Il y a moyen... Ce qui est intéressant pour un agent de développement rural, je vous dirais, c'est, de vérifier, est-ce que dans ma communauté, ça existe? Quel est l'organisme de justice alternative qui est dans ma communauté?
Et est-ce que moi, si j'en ai pas dans ma communauté, est-ce que je pourrais être un acteur important pour que ça existe dans ma communauté? Ben, la réponse est oui. Quand tu as des citoyens qui le veulent, puis que je vous dirais, moi je suis rendu là, moi maintenant je demande aux municipalités de s'impliquer, parce que une municipalité c'est un plus-value dans sa communauté d'avoir ça, puis on a le soutien de la SQ puis des policiers municipaux par rapport à ça, donc il ne faut pas avoir peur d'aller jusque-là. Si tu as une municipalité qui soutient ses citoyens dans le fait de vouloir une unité de médiation citoyenne, après ça, l'organisme de justice alternative va former les citoyens et va les aider à structurer, je dis bien les aider à structurer leur unité, parce qu'il faut que leur unité leur ressemble. Nous autres, on n'arrive pas avec un projet clé en main, puis toutes les unités se ressemblent. C'est la même philosophie, mais l'unité de médiation qu'il y a dans le vieux Longueuil versus l'autre qu'il y a dans les coopératives en Estrie, une coopérative d'habitation, versus l'autre qui existe en Abitibi. Même dans Longueuil, tu as le vieux Longueuil, mais tu as aussi à l'extérieur de la ville de Longueuil. Les gens sont différents, c'est pas les mêmes façons de faire, ils n'ont pas le même matériel promotionnel, cartes, dépliants, affiches. C'est eux qui le créent, leur modèle, leur structure. Il faut que ça ressemble au milieu. Ça appartient au milieu. Et nous, un coup que c'est fait, on va toujours superviser, soutenir l'unité de médiation citoyenne régulièrement dans ce qu'ils font. Puis on va fournir de la formation continue. Donc, c'est un petit peu ça qui est le topo. Ça met les gens en action, ça fait en sorte que les gens développent une façon de gérer leurs conflits. Ça peut avoir des impacts éventuels dans même la politique municipale, parce que les gens qui deviennent des élus municipaux, c'est des citoyens. Fait que ça existe dans les écoles, parce qu'on apprend aussi aux jeunes qui... Il y a un projet dans certains cégeps, entre autres, dans le Québec. Ben, ces jeunes qui vont sortir du cégep, qui vont aller à l'université ou qui vont sortir directement du cégep, vont devenir des citoyens actifs avec une façon peut-être de voir le conflit différente.